Étant donné que on va être probablement beaucoup à chaque année, on est souvent plus que 200 ou 300 pour cette conférence-là. Donc, je vais essayer de répondre par la suite au maximum de questions. Et si après la conférence, vous avez encore des questions, ben à ce moment-là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? En fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à l'interne? C'est répondre à vos questions par courriel. Donc, ça sera pas bien long. On voit qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses jusqu'à maintenant. OK. Donc, je vais pouvoir commencer à présenter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est vraiment des notions qui sont un peu de base sur la réactivité canine et on va voir aussi un premier exercice qu'on peut mettre en place si on a un chien qui est réactif un peu plus tôt. Avant de commencer à enregistrer, j'ai dit, et pour tous les autres propriétaires de chiens normaux, mais dans les faits, je tiendrais immédiatement à rectifier, étant donné que je pense que la réactivité, c'est vraiment une problématique qui est en quelque sorte normale étant donné les conditions dans lesquelles sont nos chiens, c'est-à-dire que ben souvent ils vont être promenés en laisse, souvent ils vont pas avoir énormément d'interactions sociales de qualité ou des interactions sociales qui vont être forcées. Donc à ce moment-là, pour moi, c'est un peu normal dans ce contexte-là que certaines problématiques se développent avec le temps. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir en premier temps? C'est les causes de la réactivité. Par la suite, on va voir un premier exercice qu'on peut mettre en place. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, on va voir une petite section de questions et réponses. Durant la conférence d'aujourd'hui, une, euh, on va avoir une formation gratuite à faire tirer, qui est la formation sur comprendre son chien de berger. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simone Raffa, je suis éducatrice canine depuis 2012. J'ai fondé l'entreprise qui s'appelait à l'époque Demain de Maître. Peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent l'entreprise depuis ces temps immémorables, tellement ça fait longtemps. Et par la suite, l'entreprise s'est appelée Évolution Canine depuis 2020, depuis environ 5 ans. Je me suis formée un petit peu partout dans le monde, dans différentes écoles. Je dois avouer que j'ai fait énormément de formations, énormément de lectures dans ma dizaine d'années à titre d'éducatrice canine. Mais j'ai aussi formé des nouveaux éducateurs canins ici comme en Europe depuis 2016. Et je me suis spécialisée au fil des années au niveau des cas d'agression, mais aussi de réactivité. J'ai aussi une passion pour tout ce qui a rapport aux chiens de travail, particulièrement les chiens de berger. Justement, à la maison, j'ai 2 bergers allemands et 2 bergers belges. Et j'adore aussi tout ce qui a rapport à l'obéissance compétitive et au travail de mordant. Sinon, un autre petit truc par rapport à moi, c'est que j'ai un intérêt qui est assez marqué pour le développement d'un esprit critique, logique et scientifique dans le domaine canin. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi, autant à titre d'éducatrice, mais aussi à titre de développement humain, à titre de citoyenne, étant donné qu'on vit en démocratie. Je vais juste aller voir rapido presto dans le chat. OK, parfait. Donc, des fois, je vais juste voir rapido pour voir si, depuis 5 minutes, on n'est pas en train de me dire que personne n'entend rien et que la connexion ne fonctionne pas. Comme je disais un petit peu plus tôt, il va y avoir une formation qui va être offerte gratuitement aux courageux participants qui vont rester jusqu'à la toute fin. Lorsqu'on fait de la publicité sur quoi que ce soit, vous pouvez, si vous voulez, boucher vos oreilles et chanter votre chanson préférée, mais à micro fermé, s'il vous plaît. Comme j'avais mentionné un petit peu plus tôt, ça va être la formation Mon chien de berger incompris, le mode d'emploi pour l'éduquer.
Donc, vous pouvez aussi gagner un plus grand prix encore, qui est une carte cadeau de 1000 $, donc environ 667 € selon le jour et l'heure à laquelle je le dis. Et à ce moment-là, pour courir la chance de gagner, vous pouvez soit partager sur Instagram, soit partager sur Facebook. Et si vous participez avant le 31 décembre, vous avez 2 fois plus de chances de gagner. Si, donc, par erreur, j'ai cliqué sur le lien. Parfait. Donc, on va pouvoir voir ensemble les causes de la réactivité. Donc, une des premières causes de réactivité, c'est peut-être une socialisation qui aurait été mésadaptée, qui peut être mésadaptée dans plusieurs contextes et conditions. Donc, il faut aussi comprendre que parfois, on effectue une socialisation avec son chiot pour un certain contexte, mais que par la suite, ce contexte-là va changer. Donc, par exemple, si vous habitez actuellement à la campagne ou en forêt comme moi, et que par la suite, vous déménagez en ville, mais c'est fort possible que votre chien ait de la difficulté à s'acclimater et que ça crée des problématiques par la suite parce que votre chien n'a ni été habitué au niveau de stimulation, ni à toutes ces rencontres-là qu'elle allait faire durant sa vie adulte lors du changement d'environnement. Donc, à ce moment-là, ben, la qualité, la quantité et aussi la diversité des interactions avec les autres êtres vivants va vraiment être très importante. Et ici, ben, pour moi, c'est important de mettre un point d'emphase sur la question de la qualité, étant donné que bien souvent, on pense que socialisation égale une espèce de grille à cocher de quantité de choses à voir. Pour moi, ben, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est que le chiot développe un certain lien avec son humain, que ce lien-là soit sécurisant et que par la suite, il puisse l'utiliser pour venir explorer le monde. Donc, la socialisation va généralement se dérouler de 3 semaines jusqu'à 12 à 16 semaines. Donc, il n'y a aucun expert qui sait réellement la réponse. La fenêtre de socialisation est assez variable chez chaque chien et de façon générale, qu'est-ce qu'on va mentionner, c'est que les chiens de petite race vont terminer leur socialisation plus rapidement que les chiens de grande race qui ont un développement qui est un peu plus long. Mais même à ça, on n'en est pas certain. Par la suite, ben même une fois que la socialisation de notre chien a été réalisée, en quelque sorte, ben on s'en sort pas les bras croisés, c'est-à-dire qu'il faut continuer à maintenir les capacités d'interaction sociale et de résilience face au stress tout au long de la vie du chien. Et surtout, durant, selon moi, ces 2 à 3 premières années où c'est vraiment là où son caractère, en quelque sorte, va se forger. Donc, si par exemple, lorsque votre chien était jeune, il n'a pas beaucoup rencontré d'autres chiens en liberté, dans de bons contextes ou différentes personnes, dans un contexte qui était approprié, ben à ce moment-là, ça pourrait créer des problèmes plus tard. Mais ça pourrait aussi créer des problèmes si, par exemple, ben en effet, il a rencontré d'autres personnes, mais c'était toujours des contacts qui étaient forcés, alors que votre chien est peut-être un peu plus indépendant et n'a pas envie de ces contacts-là. Donc, à ce moment-là, ça peut aussi se développer tout simplement parce qu'on ne s'est pas adapté à l'individu. Donc, pour moi, qu'est-ce qui est vraiment important au niveau de la socialisation et que j'ai énormément ajouté à mon approche dans les dernières années, c'est vraiment la force de la nouveauté et pas simplement la nouveauté à titre de rencontre sociale ou de case à cocher, c'est-à-dire ah, un parapluie, ah, voilà, un vélo ou peu importe, mais c'est aussi la question d'amener notre chien dans différents environnements où il va apprendre à explorer les différents environnements. Donc, ce que j'ai vu autant chez les chiots que chez les chiens réactifs que je traite, c'est vraiment quelque chose qui les aide énormément d'apprendre à tolérer la nouveauté, d'apprendre à, en fait normaliser ce qui est nouveau et au final, ben ça laisse un petit peu plus la place au cerveau de nos chiens qui sont réactifs pour pouvoir prendre en considération les autres éléments dans l'environnement. Parce que des fois, ils sont juste un petit peu submergés parce qu'il y a trop de choses en même temps et ce, surtout si on habite en ville ou si on habite à la campagne et qu'on va après ça promener notre chien en ville et qu'il y a un petit peu trop de choses pour lui.
Donc, si on a une question d'un chiot, par exemple, qui est peut-être plus sensible, plus timide, mais je vous inviterai à faire attention pour ne pas forcer et surtout pas forcer la nouveauté qui est sociale. Donc, si on voit qu'il y a un chien qui veut, qu'on a un chiot qui veut absolument pas s'avancer vers quelque chose, s'avancer vers quelqu'un, j'inviterai à ne pas le forcer, mais à le laisser prendre ses distances et explorer à son rythme. Donc ça, je le vois souvent dans mes cours de maternelle où, par exemple, lors des premiers cours, il y a certains chiots qui peuvent être un petit peu plus timides. Donc à ce moment-là, souvent les gens vont vouloir vraiment un peu forcer l'interaction avec les autres chiens et je vais davantage conseiller le fait de laisser le chiot se rétracter si on a envie, de le laisser monter sur nous si on a envie, mais de aussi le laisser explorer et souvent la deuxième semaine, la problématique, c'est régler d'elle-même. Pourquoi? Parce que, un, le lien avec l'humain est un petit peu plus fort, mais aussi parce que le chiot a appris qu'il y avait une porte de sortie lorsqu'il y avait des situations qui le dérangeaient. Euh, pour moi aussi, une chose qui est vraiment importante lors de la socialisation, mais qui est souvent un peu moins possible si on habite en ville, c'est vraiment de laisser nos chiens, nos chiots plus précisément, explorer leur environnement sans laisse. OK? Et je vois que ça fait une immense différence au niveau de la réactivité par la suite. Donc ici, ce n'est que des observations qui sont empiriques, qui ne sont pas noté de façon scientifique, mais qu'est-ce que je note? C'est vraiment une très grosse différence, un, chez mes propres chiens, chez les chiens de mes clients, et aussi, ben, je vois une très grosse distinction avec les chiens qui sont en ville et tout le temps attachés. Aussi, mais c'est important de prendre en considération que la socialisation de notre chien ne doit peut-être pas être réalisée de la même façon, selon sa génétique, c'est-à-dire selon la race à laquelle il appartient, et selon son profil, c'est-à-dire ben, est-ce que notre chiot a un profil qui est plus optimiste, donc aventureux, ou pessimiste, c'est-à-dire plus timide, en quelque sorte. Donc ici, je fais un peu des raccourcis. Donc si par exemple, on a un chien de berger, ben souvent, qu'est-ce que j'aime dire, c'est euh, on n'a pas à se demander si notre chien va être réactif. Ce qu'on a davantage à se demander, c'est quand est-ce qu'il va l'être. Parce que souvent, la question de la réactivité chez les chiens de berger, naturellement, ils sont hyper vigilants. C'est un petit peu qu'est-ce qui a été reproduit. Et ça, c'est normal par la suite que, ben, si on se promène sur la rue, que ça vienne compliquer les choses. Par la suite, au niveau de la réactivité, une autre des causes qui est très fréquente et qui vient souvent susciter plein de témoignages désespérés de la part de propriétaires, c'est les changements qui sont liés au développement. C'est-à-dire que très souvent, ce que mes clients vont me dire, ben, c'est que leur chien ou leur chiot était pourtant parfait lorsqu'il était jeune. Pourtant, il n'aboyait pas lorsque les gens sonnaient. Pourtant, il n'aboyait pas lorsqu'il voyait d'autres chiens, lorsqu'il voyait d'autres humains, mais soudainement, de façon pernicieuse et presque par magie, entre l'âge de 8 mois et 2 ans, ben à ce moment-là, certains comportements ont commencé à se développer. Donc ça ici, c'est un phénomène qui est 100% normal, étant donné que lorsque les chiots sont plus jeunes, ils vont avoir tendance à être beaucoup plus tolérants ou inhibés. Donc on va voir souvent qu'ils vont être beaucoup plus sociaux, beaucoup plus tolérants face à la nouveauté. Mais de l'autre côté, on peut aussi avoir des chiots qui ont déjà un profil très timide et tout ce qu'ils vont faire, c'est être plutôt inhibés. Tandis qu'en vieillissant, mais les comportements qui étaient inhibés vont avoir tendance à s'exprimer avec plus de force et vont changer un peu de profil. C'est-à-dire que au lieu de se retenir, au lieu d'avoir en quelque sorte des comportements de retrait, ils vont plus passer à l'action s'il y a des choses qui les dérangent. Donc justement, au niveau de la réactivité et de la réactivité qui est influencée par rapport au développement du chien, mais qu'est-ce qu'on va voir lorsque nos chiens développent certaines tendances qui sont dues à l'adolescence? C'est qu'on va voir une augmentation des peurs, on va voir une augmentation de l'impulsivité. Donc, par exemple, ça peut être de tirer au bout de la laisse et de faire wouh, wouh, wouh. Ça peut être aussi au niveau de la prise de risque, alors qu'avant, notre chien, peut-être qu'il ne se battait pas avec les autres chiens. Ben maintenant, il a commencé à le faire.
Et aussi, ben, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est une augmentation au niveau des comportements qui sont liés à l'agression. Donc aussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? C'est tous les comportements qui sont liés à un certain profil génétique. Donc, par exemple, lorsque nos chiens sont tout chiots, mais c'est assez rare, par exemple, si on a un chien de chasse, que déjà à 8 semaines, qu'il va démontrer des comportements d'arrêt lors des promenades. Ça va se développer tranquillement au fur et à mesure de son développement comportemental. Mais c'est un petit peu la même chose pour la réactivité qui, selon le profil de notre chien, ne va pas se développer de la même façon. Donc, par exemple, ben, si on a un chien qui fait beaucoup de prédation, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on pourrait voir? C'est que lorsqu'il était plus jeune, on ne voyait pas ces comportements-là, par exemple, de courir après la voiture ou de courir après les vélos, ou bien de vouloir courir après les petits animaux. Mais par contre, en vieillissant avec l'adolescence, on va voir que ces comportements-là sont vraiment plus présents ou vraiment plus intenses ou vraiment plus fréquents. Donc ça serait 100% normal. On a aussi un peu le même phénomène par rapport à tous les éléments, par rapport à tous les irritants sociaux de nos chiens. Donc, ce qu'ils toléraient lorsqu'ils étaient plus jeunes, ben peut-être que maintenant, ils vont un peu moins le tolérer et davantage le mentionner. Donc, un exemple que je donne souvent, ben, c'est par exemple lorsque j'étais jeune, ben, je jouais, j'appartiens à l'époque des années 90 où on jouait avec tous nos voisins au parc et tout le monde jouait ensemble. Mais aujourd'hui, si je marche sur la rue et que quelqu'un me parle, ben, je trouve ça suspect. OK? Donc, c'est un petit peu la même chose pour nos chiens qui, lorsqu'ils sont jeunes, vont être beaucoup plus tolérants et en vieillissant, ben, ils vont commencer à trouver peut-être certaines interactions sociales plus suspectes. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir aussi à l'adolescence? C'est une diminution de la motivation à écouter les humains. Donc, certaines règles qui peut-être étaient présentes avant et bien comprises, certains comportements qui avaient été pourtant bien entraînés. Ben, à ce moment-là, c'est possible qu'on voit une diminution dans ce qu'on appelle, entre guillemets, l'écoute ou l'obéissance du chien. Donc, il y a quelques années, il y a une étude scientifique qui est sortie pour comparer justement le comportement des chiens adolescents et des adolescents humains et qui a émis certaines comparaisons qui étaient vraiment très intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que notre chien adolescent commence à pratiquer des comportements qui sont nouveaux, des comportements qu'il n'avait jamais produits avant, et aussi ben, qui va venir tester peut-être certaines limites qui étaient connues. Donc ici, ça n'a peut-être pas rapport à la réactivité, mais bien souvent, les gens vont penser que parce que leur chiot, lorsqu'il est jeune, reste près d'eux, ben que à l'âge adulte, tout va bien se passer, donc que c'est terminé de pratiquer le rappel. Ben à ce moment-là, souvent l'adolescence vient apporter bon nombre de péripéties et de fugues chez ses propriétaires de chiens qui n'avaient pas maintenu leur chien en longe et n'avaient pas continué à pratiquer le rappel. Donc, pour faire un petit topo au niveau de l'adolescence et de la réactivité, ben, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que c'est souvent dans ces âges-là que ça va commencer à se développer et c'est en quelque sorte normal. Donc, si on veut encore parler des causes, ben, à ce moment-là, la peur en est une très grande. Donc, surtout lorsqu'on parle de réactivité en laisse et c'est principalement qu'est-ce que je traite à titre d'éducatrice canine. Je sais que au Québec versus en Europe, les lois ne sont pas les mêmes. Il y a aussi une flexibilité qui est vraiment plus grande concernant les chiens en liberté lorsqu'on est en Europe. Et chez mes collègues européens, ben à ce moment-là, ils vont beaucoup plus traiter ou ils vont traiter beaucoup de réactivité envers les autres congénères, mais sans laisse. Donc ici, ce sur quoi on se concentre aujourd'hui, c'est plus tout ce qui a rapport avec la laisse directement, parce que c'est davantage ce sur quoi repose un petit peu mon expertise. Donc, un chien qui est en laisse ne peut pas figer, ne peut pas s'enfuir. Ben à ce moment-là, tout ce qu'il peut lui rester, c'est l'utilisation de l'intimidation, donc de lui-même paraître gros et menaçant pour faire fuir l'autre chien ou l'autre humain qu'il aperçoit dans son champ de vision. Donc à ce moment-là, ben souvent on peut se dire,
ben, qu'est-ce qui fait en sorte que mon chien continue à produire ce comportement-là sans cesse? La réponse, c'est bien simple. C'est que chez les chiens qui vont avoir tendance à être plus dans la peur, le fait que la personne continue son chemin, que le chien continue ce chemin, ça fait en sorte que le chien se dit une chance que j'ai aboyé parce que autrement, peut-être que la personne ou le chien serait venu m'attaquer, donc j'ai bien fait. À ce moment-là, le comportement va être renforcé parce que l'autre personne s'est éloignée. Et à ce moment-là, ben, ça se produit de promenade en promenade, en promenade, en promenade. Donc, on n'a pas à se demander pourquoi nos chiens restent réactifs. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître avec le temps. Donc, on ne doit pas oublier non plus que a priori, en partant, que le contexte de promenade, mais c'est vraiment un contexte qui est stressant pour eux. Je dirais pas que c'est stressant pour tous les chiens, mais qui, à la base, est un peu anormal. OK? C'est-à-dire que, mais lorsqu'on promène notre chien en laisse, et ici, j'invente rien, mais comme j'ai dit un petit peu plus haut, il peut pas s'enfuir et aussi souvent, ben, les promenades ont lieu dans des contextes où il y a beaucoup de stimulation. Il y a aussi beaucoup de frustration parce que nos chiens veulent parfois marcher plus rapidement, mais ils ne peuvent pas le faire, ou bien ils veulent aller sentir une odeur et ils ne peuvent pas le faire. Bref, souvent, ce moment-là qui est considéré comme le moment de la journée pour détendre notre chien, lui permettre d'être un chien, n'en est pas vraiment un. Euh, Par la suite, il y a souvent certaines personnes ou certains entraîneurs qui vont dire, ah ben c'est vraiment à cause de votre propre stress que votre chien est stressé. Pour moi, c'est aussi un petit peu un jeu de la poule ou l'œuf. Donc, c'est-à-dire que ben si votre chien tire au bout de la laisse comme un déjanté chaque fois que vous manquez de tomber, ben c'est normal d'être stressé lorsque votre chien a ces réactions-là. Et c'est normal aussi ben, d'être anxieux, c'est-à-dire de peut-être les anticiper. Mais par contre, est-ce que ça veut dire nécessairement que votre chien est réactif parce que vous êtes stressé? Souvent, il peut y avoir aussi beaucoup d'autres causes et surtout, ben, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est axer nos stratégies d'intervention à titre d'humain sur qu'est-ce qu'on peut faire et souvent de se dire, je dois être moins stressé. C'est beaucoup plus difficile que de se dire, voilà ce que je dois faire pour sortir mon chien d'une réaction quand il y en a une. Et c'est qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je ne dis pas ici que les chiens ne peuvent jamais détecter les signaux de stress d'un humain et y réagir via conditionnement, mais je pense que la question est plus complexe que ça et que souvent, on se sert un petit peu de cette raison-là pour faire en sorte que les gens se sentent coupables par rapport à leur propre réaction, par rapport à leur propre stress, alors qu'il y a bien d'autres causes qui peuvent faire en sorte qu'un chien va être réactif. Euh, donc, un truc que je vois aussi beaucoup, c'est que nos chiens manquent énormément d'exploration directe parce qu'ils sont souvent en laisse, parce qu'ils sont pas très souvent lâchés. Et ici, je parle surtout de au Québec. Ce que ça va créer, c'est une ambiguïté face à plein de déclencheurs différents. Vu qu'ils n'ont jamais l'opportunité de pouvoir les tester en chair et en os, ben à ce moment-là, ça fait en sorte que il y a une espèce d'ambiguïté qui est pire encore que le mal en soi. Un peu comme quand on fait des manèges puis qu'on a vraiment peur de monter dans le manège, mais finalement, quand on fait le manège, on voit que c'était vraiment pas si pire que ça. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment important pour les chiots, pour les jeunes chiens, de vraiment privilégier beaucoup tout ce qui est promenade, si on peut bien évidemment, en liberté et d'avoir des contacts supervisés avec d'autres chiens, avec d'autres humains, mais le tout en liberté, pas toujours en laisse, parce que la laisse enlève la possibilité aux chiens de comprendre que ses choix ont une certaine importance, c'est-à-dire que s'ils décident de s'en aller, que ça fonctionne. Et plus nos chiens sont en laisse, selon moi, mais plus ça les brime de pouvoir pratiquer ces comportements-là qui sont naturels, qui pourraient leur permettre de résoudre certaines problématiques, mais vu qu'ils sont attachés, ils ne peuvent pas les pratiquer. Euh, donc, bien entendu, surtout si notre chien est déjà réactif, ça c'est une autre histoire, les contacts vont devoir être monitorés. Et aussi, ben, pour nos chiens, souvent, le fait de ne pas savoir comment réagir en cas de conflit avec un autre chien, ça peut être en soi stressant.
OK? Qu'est-ce que je veux dire? C'est que j'ai vu beaucoup de chiens dans ma carrière qui, lors des premiers contacts avec un autre chien, leur première réaction va être l'agression. Et dès que cette séquence-là comportementale a été effectuée, ben à ce moment-là, ils peuvent passer à autre chose. Donc, à ce moment-là, souvent, qu'est-ce que je vois chez ces chiens-là, c'est qu'au fur et à mesure qu'on leur présente d'autres chiens, ben, ils développent d'autres stratégies. Et vu qu'ils développent d'autres stratégies, comme par exemple le retrait, le fait d'aller sentir, d'aller explorer, ben, ça fait en sorte qu'ils n'ont plus besoin de passer par la case conflit et ils savent aussi comment se sortir des conflits. C'est-à-dire qu'un conflit ne doit pas uniquement escalader s'il y en a un avec un autre chien. Donc, on peut aussi le désescalader. Mais si le chien n'en a pas conscience, ben souvent, ça fait juste une grosse bombe, une grosse explosion. Donc, par rapport aux autres causes de la réactivité, on peut aussi avoir la frustration. Donc, la frustration, c'est un petit peu l'inverse de la peur dans le contexte où ce qu'un chien réactif pourrait aussi vouloir obtenir, ça serait ici non pas d'obtenir de la distance, mais d'obtenir de la proximité. Par exemple, un chien qui adore les autres chiens, un chien qui adore les contacts avec les autres humains, et aussi un chien qui serait prédateur, maintenu en laisse et qui serait frustré parce qu'il ne peut pas obtenir qu'est-ce qu'il veut. Donc, la frustration peut être créée par différentes choses, mais peut, entre autres, être causée par un manque de contacts sociaux. Bien souvent, les chiens qui sont frustrés socialement et qui sont réactifs, si on leur offre davantage de contacts sociaux de qualité, ben à ce moment-là, la réactivité en laisse va venir diminuer. Ça peut être aussi dû à un manque d'enrichissement, mais un manque d'enrichissement sous toutes ses formes. Donc ici, je parle pas simplement de donner plus d'os à mastiquer à notre chien, mais ça peut être aussi un manque de promenade de qualité, OK? Parce que bien souvent, simplement de venir marcher en quelque sorte du point A au point B avec nos chiens, c'est pas assez pour les dépenser et non plus, ça ne correspond peut-être pas aux activités que eux aimeraient faire lors des promenades. Et ici, je dis pas qu'on doit devenir l'esclave de notre chien lors de leur promenade, mais je pense que c'est quand même utile de constater que qu'est-ce que nous on considère la période où notre chien peut être un chien dans sa journée, qu'on la considère autrement si on regarde ce dont ils ont exactement besoin. Et souvent, nos promenades ne correspondent pas à ça. Donc, par exemple, j'aime beaucoup euh, venir suggérer à mes clients de faire plus de promenades en longe dans des environnements en nature, en liberté, là où c'est permis, si c'est sécuritaire, parce que ça permet réellement au chien de se dépenser adéquatement. Si en plus il peut le faire avec d'autres congénères, évidemment s'il n'est pas assez réactif pour soit en venir à des conflits ou s'il est réactif par peur. Mais bref, ça les aide vraiment, vraiment, vraiment à décanter en quelque sorte et à être moins réactifs. Euh, Par la suite, ben, ça peut aussi se refléter au quotidien dans nos promenades. Par exemple, ce que je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup conseiller à mes clients, c'est si votre chien est en laisse, n'acceptez jamais qu'il entre en interaction avec un autre chien. Et la raison est bien simple, c'est tout simplement parce que si c'est un conditionnement qu'on crée avec nos chiens lorsqu'ils sont jeunes, ben à ce moment-là, on crée un système où notre chien, lorsqu'il voit un autre chien, a une attente. C'est-à-dire qu'il va se dire, ben parfait, donc ça veut dire que bientôt, je vais pouvoir aller sentir mon ami canin, je vais pouvoir aller peut-être jouer avec lui. Et au final, lorsqu'on ne respecte plus le système, ben ça crée de la frustration parce qu'on a créé des attentes. Donc, ce que je vais suggérer aux gens, donc c'est vraiment lorsque on promène notre chien en laisse, il n'y aura pas de contact avec d'autres chiens, et ce, même s'ils sont chiots, mais par contre, de vraiment mettre de l'avant les contacts en liberté. OK? Donc, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Donc, je vois même quelques personnes dans la salle qui actuellement, je sais qu'ils prennent des cours de groupe avec moi et que c'est quelque chose que je répète pratiquement à tous les cours. Donc, il y a aussi certains cas de réactivité qui peuvent être en quelque sorte créés par l'anticipation et l'anticipation d'aller dans un lieu en particulier. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont comme routine de promenade, et c'est pas mal en soi,
Donc, de se promener sur la rue, de se rapprocher du parc et finalement, ben, on lâche notre chien au parc canin où on va jouer à la balle et au frisbee avec lui. Qu'est-ce qui peut se passer? Ben, à ce moment-là, ben, c'est que notre chien, durant notre promenade, durant le moment où on se rend au parc, va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excitation, beaucoup d'anticipation. Et à ce moment-là, souvent, ça peut faire en sorte que ils vont vraiment être en quelque sorte galvanisés, ils vont vraiment être en bon québécois crinqués. Et après ça, ben, ça pourrait venir exacerber différentes réactions qui, oui, qu'ils auraient pu avoir autrement, mais ça vient vraiment les exacerber parce qu'ils ont tellement d'attentes envers l'endroit en question où ils vont pouvoir enfin être lâchés. Donc, ça veut pas dire de ne plus le faire, mais juste de comprendre que ça peut être un des facteurs qui contribuent à la réactivité de notre chien. Quand je parlais d'enrichissement, un peu plus tôt, bien entendu, je parlais de faire en sorte que votre chien devienne ultra musclé et lustré comme la photo à droite. Mais non, ce à quoi je faisais référence, c'est aux différents types d'enrichissement qui vont faire en sorte que nos chiens vont avoir un mode de vie un peu plus de chien et un peu plus approprié à leurs besoins. Donc, ça peut être selon différentes catégories. Par exemple, au niveau mental, donc tout ce qu'on pense lorsqu'on pense à un chien qu'on va entraîner, chez qui on va apprendre des nouveaux tours, des nouveaux trucs, pratiquer avec lui de l'obéissance. Donc, tout ce qui est résolution de problèmes. Et la résolution de problèmes, c'est pas uniquement d'en résoudre dans des jeux interactifs. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi, par exemple, le cas lors d'interactions sociales où ben, nos chiens doivent résoudre des problèmes parce que, par exemple, ben, à la maison, j'ai 4 chiens. Donc, il peut y avoir un chien qui s'approche du divan alors qu'un autre est couché sur le divan. Il y en a un qui va relever les babines et après ça, l'autre va s'éloigner. Ben, ça ici, c'est de la résolution de problèmes et c'est de l'enrichissement. L'enrichissement, ce n'est pas juste ce qu'on achète à nos chiens et ce qu'on fait de façon proactive avec eux, c'est aussi tout ce qui se déroule dans leur vie quotidienne. Par la suite, ben, on va avoir l'enrichissement au niveau social qui, oui, peut comprendre des moments de jeu, mais pas toujours, qui peut parfois comprendre des conflits. Et selon moi, mais je considère que les conflits qui sont très modérés, si vous avez plusieurs chiens à la maison, sûrement que vous allez comprendre, mais les conflits qui sont très modérés, du genre quand c'est une question de ah ben tasse-toi de là, j'ai pas envie, ou ben là j'avais envie de jouer, mais là arrête. Bref, ce genre de conflit-là. Euh, pour moi, ça fait partie de l'enrichissement et ça fait aussi partie de, comme je disais un petit peu plus tôt, tout ce qui a rapport à la résolution de problèmes. Mais aussi, nos chiens vont avoir des moments de détente, que ce soit avec nous ou avec les autres chiens dans notre famille. Et à ce moment-là, pour moi, ça fait aussi partie de l'enrichissement social. Donc à ce moment-là, ben peut-être que vous vous sentez un peu coupable lorsque vous écoutez la télé avec vos chiens, mais c'est aussi un certain type d'enrichissement et ça a sa valeur. Encore là, reste à savoir qu'est-ce que vous écoutez réellement à la télévision. Par la suite, ben, on a d'autres types d'enrichissement qui pourraient être, par exemple, les enrichissements de type environnementaux. À ce moment-là, ben, on peut penser, par exemple, à quel point notre chien est confortable lorsque, par exemple, il veut dormir, lorsqu'il veut se reposer. Est-ce que notre chien a accès à des endroits surélevés? Souvent, c'est quelque chose que on ne sait pas instinctivement, mais nos chiens aiment vraiment les endroits surélevés, surtout pour se reposer. Donc, à ce moment-là, ben, peut-être que d'acheter un petit lit qui permet à votre chien d'être surélevé, sur lequel vous allez mettre son coussin, va pouvoir l'aider à mieux dormir et aussi à mieux observer son environnement sans réaction. Donc ici, c'est un peu une petite aparté, mais à la maison, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai 4 chiens et depuis que j'ai acheté des lits surélevés pour tous les chiens, il y a vraiment moins de conflits qui sont liés à la protection de ressources de lieu. C'est-à-dire, lorsque un chien veut aller se coucher proche d'un autre chien, ben à ce moment-là, vu qu'ils ont tous leur petit lit surélevé, ben ils savent que chaque endroit ne correspond qu'à un seul chien, donc il y a plus de prédictibilité et en plus, on a augmenté le niveau confort.
Euh, donc, par la suite, ben, l'enrichissement environnemental peut aussi correspondre au type d'environnement dans lequel on habite. Donc, par exemple, est-ce qu'on habite en ville, en banlieue ou à la campagne? Donc, à ce moment-là, il va y avoir des niveaux d'enrichissement qui vont être différents et même parfois qui vont pouvoir entrer dans la case peut-être surstimulation, du genre, là, il y a trop de choses pour que notre chien puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. Finalement, ben, on va avoir la case enrichissement plus au niveau physique. Donc, ça peut être, par exemple, pour notre chien de faire de la course, de jouer, de prendre des cours de fitness ou de faire du fitness avec lui via des vidéos YouTube. Ça peut être d'aller nager. Ça peut être aussi de mastiquer. Bref, tout ce qui fait en sorte que votre chien se dépense physiquement ou doit bouger activement des muscles pour le faire. Bien évidemment, ben, quand on parle d'enrichissement, c'est assez rare qu'on ait une activité qui ne correspond qu'à une seule des cases. Souvent, ben, c'est beaucoup plus fluide que les quatre cases que j'ai montrées ici. Si je vous montrais la diapo ici, ben, c'est surtout pour vous montrer que le mode de vie qu'on a avec notre animal change beaucoup sa perception du monde et va l'aider aussi à prendre les meilleures décisions. Donc, si on a un chien pour qui les seules promenades sont des promenades qui ont lieu en ville, en laisse courte et qui sont frustrantes de bout en bout, ben à ce moment-là, ben ça permet peut-être un peu mieux de comprendre pourquoi, la réactivité de votre chien est exacerbée et pourquoi aussi ça s'améliore pas au fur et à mesure parce que les comportements ne font que être maintenus via l'environnement. Donc à ce moment-là, le fait de davantage intégrer ce genre d'activité-là peut aider et surtout doit faire partie d'un plan d'intervention qui est plus large. Donc on ne peut pas non plus juste changer certains éléments dans l'environnement et espérer que tout soit réglé. Parfois, ça peut être le cas, mais souvent, on va avoir besoin aussi de mettre en place des stratégies qui vont être axées un petit peu plus sur l'entraînement proactif. Euh, dans les causes de la réactivité, pour moi, l'environnement de promenade y est pour beaucoup. J'en ai beaucoup parlé depuis le début de la conférence. Mais si, par exemple, on habite en ville, dans un endroit où il y a énormément de densité, ben à ce moment-là, ce que ça va créer pour nos chiens, surtout si c'est des chiens qui ont un profil qui est plus inquiet, c'est un manque de prédictibilité. Donc, à ce moment-là, ils ne savent pas ce qui va se passer à chacun des coins de rue et ils vont devenir un peu plus vigilants. Et en étant plus vigilants, ben là, il y a comme une espèce de cercle vicieux qui embarque. C'est-à-dire que là, ben, ils sont tout le temps en train de, comme on dirait au Québec, de chercher des poux. Et s'ils cherchent des poux, ils vont en trouver. OK? Donc, à ce moment-là, ben, dès qu'ils aperçoivent, par exemple, un humain ou un autre chien, ils vont se mettre à aboyer et parfois, mais ça va être un petit peu plus, en fait, ça va être difficile à gérer. Pour notre chien, ça peut venir créer un manque de prédictibilité. Pour nous, ça peut nous empêcher d'effectuer une bonne gestion. Et qu'est-ce que je veux dire par gestion? En langage d'entraîneur, ça veut dire de venir réduire l'exposition aux différents déclencheurs, aux différentes sources de stress, à qu'est-ce qui crée le comportement problématique pour être en mesure de venir entraîner notre chien dans les bonnes conditions. Donc, à ce moment-là, ben, ça peut faire en sorte que si on a un chien qui est réactif en ville, ça vient compliquer certaines choses. Mais en même temps, ça peut aussi venir en simplifier d'autres. OK? Donc, parfois, j'ai des clients qui ont des chiens réactifs, qui aimeraient vraiment régler la problématique, mais ils habitent au fond du bois. Donc, à ce moment-là, ils doivent chaque fois aller très loin, faire beaucoup de routes pour trouver un endroit où il va y avoir un peu plus de densité pour finalement tomber sur un autre chien ou tomber sur un autre humain. Bien souvent aussi, lorsqu'on promène notre chien en ville, il va manquer de période de retour au calme, c'est-à-dire qu'il va sans cesse être très stimulé tout au long de la promenade, sans avoir l'occasion, par exemple, de, parfois s'arrêter pour sentir et se reposer, parfois s'arrêter pour aller explorer plus calmement quelque chose d'autre. Bref, souvent les promenades en ville sont très stimulantes et nos chiens au fur et à mesure qu'ils rencontrent les différentes stimulations, n'ont pas l'occasion de revenir au calme. Aussi, mais ça peut faire en sorte que les périodes d'entraînement vont devenir difficiles à planifier. Surtout si on a un chien qui est réactif par rapport à différentes choses. Donc, c'est une chose d'avoir un chien qui est réactif aux autres chiens, mais quand il est aussi réactif
aux autres humains, au vélo, et que en plus que cette réactivité se produit dans des circonstances qui sont difficiles à éviter, parce que notre chien, ben, dès qu'il voit un déclencheur, il se met à aboyer, ben là, ça commence à complexifier un petit peu les choses. Bien évidemment, c'est pas des causes qui sont perdues, mais c'est des conditions dans lesquelles l'entraînement va être plus difficile et dans lesquelles on va devoir faire un petit peu plus d'efforts. Donc, à mon sens, si on a un chien qui est réactif en laisse, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de venir distinguer les comportements d'observation lors des promenades versus de fixation. Donc, quand votre chien est en train de se promener avec vous, ben, vous allez voir que ben, très souvent, il va marcher un peu plus normalement, il va flairer à droite à gauche, il va faire ses petits trucs. Et à un certain moment, ben là, on va voir que sa tête se relève comme ça ici, comme dans l'image de droite, et que là, il se met à regarder très, très, très attentivement quelque chose et qui va devenir plus tendu. À ce moment-là, mais ça va être important de ne pas laisser notre chien fixer. Donc, ce que je vous invite à faire à ce moment-là, c'est à rappeler votre chien, juste vous éloigner légèrement et lui offrir une poignée de récompense au sol pour le calmer à nouveau. Donc, le but de ce type d'exercice-là, c'est vraiment de faire en sorte que notre chien ne soit pas tout le temps en train de fixer l'environnement parce que si votre chien se cherche sans cesse des problèmes, il va finir par en trouver. Et aussi, ça fait en sorte que notre chien va sans cesse être dans un mode d'un peu de vigilance, ce qu'on veut venir diminuer. Donc pour moi, ben, c'est amplement correct si mon chien est en train de se promener avec moi, d'observer les trucs et même de fixer. Mais si je vois que ça dure trop longtemps, ben, je vais les rappeler et je vais leur donner des récompenses un peu plus loin pour pas leur permettre de regarder trop longtemps et finalement de trouver un problème qui n'existait pas. Et ça, ben, ça apparaît beaucoup, beaucoup, beaucoup chez les chiens, justement, de berger, le fait de vouloir un peu plus, entre guillemets, contrôler l'environnement. Donc ici, je voulais juste vous mettre une petite vidéo, juste pour vous montrer à quel point ça peut aller rapidement, l'entraînement de chiens réactifs. Donc, j'habite en Mauricie, plus précisément à Saint-Mathieu-du-Parc, mais j'ai un centre canin à Shawinigan et j'offre un cours pour chiens réactifs. Donc, à ce moment-là, ben, lors du premier cours, souvent, qu'est-ce qu'on va voir, c'est que les chiens vont être un peu plus déjantés. Bien entendu, on a un certain profil de chien qu'on recherche. Mais ici, la vidéo, c'est vraiment pour vous montrer que, ben, en quelques semaines, les cas peuvent réellement s'améliorer. Et oui, ça demande du travail de la part des humains, mais ça ne prend pas non plus des années pour être en mesure d'avoir un chien qui est en mesure de se gérer face à de nouvelles stimulations. Donc ici, ben, c'était tous des chiens qui avaient tendance à aboyer envers les autres chiens. Et ici, on est rendu, je crois, au troisième cours. Donc, pendant qu'un chien reste calme, un autre peut se promener, ils sont capables de regarder un déclencheur, de revenir vers leur humain. Donc, ici, on voit aussi que les clientes sont parfaitement parfaites. Donc, dès que le chien est passé entre les deux, elles ont immédiatement récompensé leur chien parce que c'est là où c'était le moment le plus difficile. Bref, qu'est-ce que je voulais vous montrer ici? Ce n'est pas mes grands talents d'entraîneur, mais vraiment que ça peut être plus rapide que ce que vous pensez lorsque vous vous y mettez complètement. Donc, justement, quand un peu plus tôt durant la conférence, je parlais de l'importance de la nouveauté pour les chiens. Qu'est-ce que je recommande beaucoup à mes clients de faire, c'est essayer à tous les jours ou à tous les 2 jours d'aller dans un nouvel environnement pour pratiquer les exercices, pardon, que je leur ai recommandés. Et pourquoi un nouvel environnement? C'est vraiment pour que leurs chiens et que nos chiens en général s'habituent au fait que la nouveauté est normale. Et mon but n'est pas nécessairement qu'ils croisent d'autres chiens ou d'autres humains. C'est juste que nos chiens s'habituent à la nouveauté et j'ai vu que ça aidait énormément les chiens par la suite à être moins réactifs envers tout. Bien évidemment, on pourrait ici apporter certaines nuances. Si on a un chien qui est ultra stressé à l'extérieur, qui est ultra stressé dans les nouveaux environnements, c'est autre chose. OK? Mais de façon générale, le stress lié à la nouveauté va être absolument tolérable pour nos chiens. Donc voilà. Donc,
L'exercice que j'aurais à vous proposer pour la réactivité, qui est dans les faits l'exercice que je donne en premier temps dans pas tous mes cas de réactivité, mais dans la majorité d'entre eux, c'est ce que j'appelle probablement une stratégie SOS qui vise à venir stopper la réaction de notre chien lorsqu'elle se produit. Donc, c'est sûr que qu'est-ce qu'on veut, c'est agir en amont, mais à titre d'humain, je pense qu'on a aussi besoin d'avoir une solution du type un peu bouton rouge, si tout va mal, si c'est la fin du monde, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, donc on peut avoir notre stratégie en quelque sorte parachute. Donc, qu'est-ce que je veux aussi en même temps? Ben, c'est augmenter votre niveau de contrôle sur la situation parce qu'on sait très bien qu'il y a une situation qui est davantage contrôlable, c'est-à-dire de laquelle on peut se sortir, c'est moins stressant parce que la réactivité, c'est aussi stressant pour les humains que ce l'est pour les chiens et ça va aussi aider votre chien à revenir au calme. Donc, le but est triple s'il n'est pas quadruple. Donc, qu'est-ce que je vais vous conseiller de faire? C'est, premièrement, mais vous allez pouvoir définir un nouveau mot de rappel qui va être utilisé dans cette situation-là. Donc, souvent, ben, ce que j'aime utiliser comme mot de rappel, c'est un mot qu'on n'aura pas utilisé ailleurs et qui va pas avoir été en quelque sorte conditionné à autre chose ou mal conditionné. Donc, souvent, ce que je vais conseiller à mes clients, c'est de prendre le mot bacon ou de prendre le mot poulet parce que c'est drôle, c'est facile à dire, c'est court et souvent, c'est pas quelque chose qui a été répété. Donc, je connais pas beaucoup de gens qui se promènent en criant bacon, sauf mes clients. Euh, qu'est-ce que je vais conseiller par la suite? Ben, c'est de bâtir la valeur de ce mot-là via association lors des promenades. Donc, c'est hyper facile. On fait juste dire le mot. Par la suite, on peut se reculer et lorsque notre chien revient vers nous, on dépose une petite poignée de récompense au sol qui peut aussi être sa portion de nourriture s'il est suffisamment motivé. Par la suite, ben, lorsque votre chien a tendance à soit fixer un déclencheur ou bien, ben, si votre chien est en réaction, vous allez pouvoir faire le même processus, c'est-à-dire que vous allez dire votre mot de rappel, changer de direction et donner une petite poignée de récompense à votre chien au sol. Donc, le traitement de la réactivité canine, c'est complexe. Ça veut pas dire que c'est compliqué, mais souvent d'avoir juste une première stratégie qu'on peut mettre en place, surtout pour se sortir des situations difficiles, ça va énormément aider. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on a un chien qui se met à réagir, c'est qu'on reste sur place comme un poteau et la vie part de notre cerveau et on préfère déconnecter et souvent, on n'a pas de solution à mettre en place. Et ça, souvent, mais ça va venir empirer la réactivité parce que si notre chien est frustré, ben, l'émotion ne fait qu'augmenter et si notre chien a peur, il n'a pas de stratégie pour mettre fin à la situation. Et c'est encore pire, bien souvent, qu'on demande à notre chien de s'asseoir parce que là, il n'y a absolument pas les outils, les moyens, ni le bon état émotionnel pour le faire. Donc, à ce moment-là, le fait de mettre notre chien en mouvement, ça va énormément l'aider. Et par la suite, le fait de mettre les récompenses au sol, ce que ça va faire, c'est que ça va l'aider à revenir au calme après avoir été aussi excité en quelque sorte. Aussi, qu'est-ce que je pourrais ajouter comme petit conseil, c'est lorsque votre chien va être en réaction, parce que ça va arriver à un moment ou à un autre, ben, si vous essayez de le rappeler, sûrement que ça va pas fonctionner. À ce moment-là, vous allez devoir utiliser un moyen peut-être un peu plus manuel, c'est-à-dire de créer une tension sur la laisse doucement, go, 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 on change de direction, et par la suite, on donne la récompense au sol. Euh, Donc, ce que vous allez pouvoir faire, on va pas le faire ensemble, mais juste à titre de rappel, ce que vous allez pouvoir faire lorsque vous voulez soit pratiquer ou soit en contexte de réactivité, ça va être de dire votre nouveau mot de rappel, changer de direction et déposer une poignée de récompense au sol. Et le fait de le faire lorsque votre chien n'est pas nécessairement en réaction, ça va aussi être vraiment important parce que ça va vous permettre de conditionner, c'est-à-dire d'ajouter de la valeur à ce mot-là. Ça va vous permettre de vous pratiquer, à effectuer la manœuvre. Et par la suite, ça va être plus facile pour vous, mais aussi pour votre chien lors de ce genre de situation-là.
Euh, donc, pourquoi c'est important de régler en quelque sorte le problème de réactivité de votre chien dès maintenant, donc pas plus tard? Ben, premièrement, c'est pour améliorer sa qualité de vie à lui lors des promenades, mais aussi la vôtre, parce que bien souvent, lorsque on adopte un chien, c'est en se disant, ah ben génial, je vais enfin avoir un ami dans ma vie de tous les jours pour aller me promener, prendre soin de ma santé et m'offrir une période de zénitude à l'extérieur. Et dans les faits, on se ramasse plutôt avec une période de chaos ingérable. Donc, c'est aussi pour éviter que votre relation ne se détériore pas davantage parce que bien souvent, plus on a de la difficulté avec notre chien, ben ça peut faire en sorte que ben de notre côté aussi, ça rend les choses plus difficiles et justement, mais c'est souvent à cause de problèmes de réactivité et à l'adolescence que les gens vont avoir tendance à mettre leur animal, ben en fait, à s'en départir, à l'amener dans un refuge. Et c'est aussi parce que le problème peut empirer et généralement, il va pas diminuer sans entraînement. Donc, à un certain moment, bien, vous allez devoir vous dire, ben, il faut que je prenne action sur cette difficulté-là et il faut que je fasse quelque chose. Les cours qu'on vous suggère dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui sur la réactivité, ben, premièrement, on a notre trousse complète. Au secours, mon chien est réactif qui comprend deux coachings par mois avec une de nos professionnels, mais qui comprend aussi un paquet de cours sur la réactivité. Donc à ce moment-là, ben, c'est une bonne option à prix assez modique, surtout si en plus il y a des promos dessus pour avoir des solutions, mais aussi un coaching avec une professionnelle. On a aussi le cours La réactivité canine, donc à ce moment-là, qui est un petit cours sur la réactivité si vous voulez vraiment quelque chose de plus court et à prix encore plus modique. Il y a aussi le cours sur les chiens de berger. Sincèrement, si vous avez un chien de berger qui est réactif, je pense que de connaître les notions qui sont liées à ces races-là sont vraiment importantes. Et aussi, mais je donne plein de conseils avec des vidéos, des exercices pratiques sur comment se comporter au quotidien avec nos chiens pour diminuer la réactivité en laisse, mais aussi pour améliorer les promenades. Et finalement, ben, on a aussi le webinaire sur les scénarios structurés pour les chiens réactifs qui nous permettent de peut-être mieux comprendre comment on peut, un, structurer nos entraînements avec notre chien réactif, mais comment on peut mettre en place des scénarios pour pousser l'entraînement un peu plus loin. Par la suite, on a différents programmes professionnels, avec pour lesquels donc les inscriptions sont en cours. Vous pouvez nous contacter par courriel. Donc, on a autant le programme de perfectionnement en coaching canin ou le programme ECP qui est axé davantage sur l'entraînement. Encore une fois, vous pouvez nous contacter par courriel. On va vous donner les informations. On a une formation que je vais donner le 7 et le 8 février 2026 pour les professionnels qui s'appelle l'École du chiot. Donc, comment offrir nos services à titre de professionnel axé spécifiquement sur les chiots. Et il va aussi avoir une formation pratique sur le jeu en Belgique. Donc, ça va maintenant être le temps de la période de questions. Donc, si vous voulez mettre vos questions en commentaire, c'est le moment ou jamais. Donc, j'ai vu qu'il y a beaucoup de commentaires jusqu'à maintenant. Je vais juste aller voir qu'est-ce que je peux faire pour mieux lire. En attendant que vous mettiez plus de questions, je vais aller voir ce que des personnes avaient déjà mentionné dans le chat box. Donc, il y a une personne qui mentionnait qu'est-ce qu'on peut faire face à l'imprévu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une apparition soudaine d'un chien au coin d'une rue, par exemple. Donc, on peut s'imaginer ici que vous marchez en ville, c'est vraiment dense, on tourne le coin d'une rue et ben là, on est entré presque nez à nez avec une autre personne ou avec un autre chien. Et à ce moment-là, ben, c'est un petit peu la débandade. Qu'est-ce que je vous conseille de faire? C'est d'aller chercher le harnais ou le collier de votre chien, de prendre une poignée de récompense, la mettre sur son museau et détourner votre chien de la situation. OK? Parce que souvent, dans une situation qui est ultra imprévue, avec énormément de proximité, ben souvent,
même si on essaie de changer de direction, peu importe, c'est souvent un peu plus difficile dès qu'on a un chien qui est un peu plus gros, ok, sur lequel on a un peu moins de contrôle. Donc, à ce moment-là, ben ça peut être une façon de faire face aux imprévus. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi si vraiment c'est quelque chose qui nous inquiète, le fait de tourner les coins de rue parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'y trouve et qu'on est rendu un peu anxieux. Au coin d'une rue ou quelques pas avant, on peut mettre quelques récompenses au sol, on regarde qu'est-ce qui se passe, OK? Donc, en s'avançant alors que notre chien mange les récompenses un petit peu plus loin. Comme ça va nous permettre de voir, bon, mais est-ce que je continue mon chemin ou non? Mais autrement, quand on est vraiment dans le chaos total, le fait de prendre le harnais ou le collier de notre chien, de le rediriger ailleurs, ben, c'est souvent la seule solution. Donc, il s'agit aussi d'agir rapidement parce que souvent, plus on laisse notre chien être en réaction longtemps, plus c'est difficile de l'en sortir par la suite. Euh, Donc, il y a Sylvie qui dit, mon chien aboie après mes skis. Il peut courir près de moi pendant 15 minutes et ensuite se mettre à japper. J'ai l'impression qu'il sollicite de cette façon une récompense. Ben, c'est dur de voir exactement de quoi il s'agit sans avoir vu une vidéo ni évaluer la situation. Mais en effet, ben, qu'est-ce qui peut se passer? OK? C'est soit que quand on ne fait rien avec notre chien, que notre chien est habitué d'être en mode attente. Donc, par exemple, souvent, on marche ou on fait du ski, on s'arrête à un certain moment, notre chien ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, et là, il est impatient, il nous aboie dessus. Donc, ça peut être aussi, ben, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'il a appris à cause des récompenses. Donc, définitivement qu'à ce moment-là, ben, si on voit que c'est un aboiement qui est lié au fait d'avoir des récompenses et qui n'ont pas lié à de la réactivité envers quelque chose d'autre dans l'environnement, ben, que de simplement arrêter de lui donner la récompense devrait aider. Donc, souvent, une question qui revient, c'est, mais comment je sais si mon chien n'est pas en train de réagir pour avoir une récompense? Ma réponse se découle de sous deux facettes. Premièrement, ben, si vous arrêtez de récompenser votre chien, est-ce que le comportement continue? Si la réponse est oui, ben, probablement que c'était pas les récompenses qui venaient maintenir le comportement, que c'était autre chose. Deuxièmement, ben, lorsque votre chien aboie, de quoi ont l'air ces aboiements? Est-ce que les aboiements ressemblent au niveau sonore à ce que vous pourriez entendre quand, par exemple, son bol de nourriture n'arrive pas assez vite, ou bien les aboiements sont plus des aboiements qui sont rauques, qui sont tendus, qui sont différents, ben à ce moment-là, ça nous donne un peu la distinction entre est-ce que mon chien est en train d'aboyer pour que je lui donne plus de récompenses ou est-ce que mon chien est en train d'aboyer et que c'est davantage face à des préoccupations qui sont environnementales. Euh, donc, par rapport aux récompenses, parce que c'est une question qui arrive très souvent, euh, une analogie que je vais souvent utiliser, c'est celle d'un enfant qui serait triste, par exemple à cause d'un deuil. Ben, si l'enfant pleure et qu'on lui donne, par exemple, une tasse de chocolat chaud, ben, ça va pas venir renforcer ses pleurs ou renforcer sa peine. On va venir lui offrir en quelque sorte du réconfort. Par contre, si l'enfant est en train de faire une crise pour avoir des sucreries et qu'on lui en donne, c'est totalement différent. Donc ici, de comprendre la fonction des comportements, de comprendre pourquoi l'individu a produit les aboiements au départ, c'est vraiment important pour comprendre comment on doit agir. Donc, si notre chien agit par rapport aux autres stimuli environnementaux, il y a vraiment moins de chances que ça soit maintenu par les récompenses de façon statistique. Donc, on avait Justine qui demandait par rapport à la fixation versus l'observation, comment on fait pour différencier les deux dans le cas de chiens qui ont tendance à se figer comme les hamsters. Donc, qu'est-ce que je vous inviterais à faire, c'est à regarder, par exemple, votre chien ou même à le filmer lorsque vous marchez avec lui dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de stimulation, OK? Dans un environnement où il est généralement calme et de le filmer dans des contextes qui sont généralement plus tendus ou de davantage l'observer dans ces environnements-là. Le but, c'est en quelque sorte de tracer
le profil comportemental de notre chien lorsqu'il est calme versus lorsque ça commence à être un peu trop pour lui. Et souvent, mais pour des chiens chez qui, par exemple, ça pourrait être moins évident, parce que certains chiens aussi qui sont, à cause de la morphologie, sont très tendus. Je pense ici au bull terrier. Donc, ça peut être plus difficile à voir, en effet, mais c'est vraiment de voir la distinction, parce que oui, OK, le chien est toujours tendu. Par exemple, les bull terriers sont même tendus lorsqu'ils dorment, OK, avec les pattes qui sont vraiment comme ça. Qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment distinguer entre le reste des signaux corporels qu'on voit selon les différents types d'environnement pour pouvoir se dire, ah, OK, ben là, j'interviens versus là, je n'interviens pas. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aider. Euh, il y a Jacinthe qui disait, c'est vrai, le Golden dans la vidéo est le mien et je peux confirmer que sa réactivité a beaucoup diminué depuis ses cours. Lorsque nous rencontrons d'autres chiens maintenant, il réagit beaucoup moins. Mais elle mentionne que la rigueur et la constance sont vraiment nécessaires. Et ici, ben, je veux juste faire une félicitation à Jacinthe, étant donné que son chien est vraiment pas facile. Puis qu'elle a quand même réussi à vraiment, vraiment bien s'en tirer avec lui. Pour moi, c'est un cas un petit peu plus particulier. Puis en plus, ben, c'est difficile parce que c'est un gros chien. Bravo Jacinthe. Euh, on a Elsa qui demande, c'est bien le problème des chiens réactifs. Par habituation, ils arrivent à avoir de bons contacts avec des chiens qu'ils connaissent, mais ils restent bien réactifs face aux chiens qui sont inconnus. Donc, à ce moment-là, ben, c'est pour ça aussi que entre autres, que je recommande, c'est d'intégrer un peu plus de nouveautés dans nos promenades, dans nos séances d'entraînement. Aussi d'avoir, en quelque sorte, une façon pour réagir et pour, en quelque sorte, faire des rencontres par rapport aux nouveaux chiens. Donc, ce que j'ai dit au départ comme exercice, ben, ça s'applique ici aussi. C'est-à-dire de ne pas laisser notre chien fixer, de le rappeler récompensé au sol lorsqu'il commence à fixer. Ça va énormément aider. Parce que souvent, on laisse juste notre chien fixer, 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 jusqu'à ce que finalement, notre chien en vienne à réagir. Donc, à ce moment-là, ben, le fait de se dire, OK, ben, je sais que face à un chien inconnu, ça va être plus difficile, ben, de déjà mettre en amont ces stratégies-là en place. Si la problématique est de rencontrer des nouveaux chiens inconnus lors des promenades, mais parfois, on va devoir sélectionner certains environnements qui vont nous permettre de le faire. Au Québec, on a par exemple les parcs canins que je ne conseille pas, mais que je conseille pour pratiquer autour. Ou bien, il s'agit de trouver des complices avec qui on va pouvoir pratiquer. Donc, les complices pourraient, par exemple, être trouvés sur des groupes Facebook de régions. Comme ça, ben, il s'agit vraiment de nouveaux chiens et pas de chiens déjà connus. Donc, j'essaie de descendre tranquillement. On a Roxane qui demande comment gérer les récompenses en présence, les récompenses au sol en présence d'autres chiens. Donc, c'est sûr que si on a plusieurs chiens lors des promenades avec nous, donc ici, je parle vraiment de d'entraînement en laisse. Donc, si on a plusieurs chiens en même temps, premièrement, ça pose souvent une difficulté parce qu'un chien en entraîne un autre. Donc ici, ben, parfois, je vais suggérer de peut-être temporairement entraîner les chiens de façon séparée ou les promener de façon séparée en réduisant un petit peu la longueur des promenades. Par la suite, ben, si c'est une question de, OK, ben, ils sont quand même entraînables ensemble, mais par contre, il peut y avoir une difficulté au niveau de la protection de ressources. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est définitivement peut-être se dire, OK, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est récompenser mes chiens directement selon la méthode classique en apportant la récompense dans leur bouche. Donc, ça peut aussi être une option. Mais souvent, lorsqu'on a des récompenses qui sont étendues sur une grande surface, et par grande surface, je ne parle pas de kilomètres, mais juste, il y a assez d'espace, donc l'espace que je viens de faire avec mes mains ou presque, ben, la protection de ressources va quand même être basse. Et si on a un ensemble de ressources qui sont circonscrits dans un événement, dans un très petit endroit, à ce moment-là, souvent, ça va générer un peu plus de protection de ressources. Ça, c'est vrai.
Mais n'empêche que certains chiens peuvent définitivement être protecteurs à plus de choses, et ce, même s'ils ont quand même de l'espace et l'opportunité de trouver leur récompense. Euh, donc, il y a Elsa qui mentionne, j'ai arrêté de récompenser au sol car je me suis retrouvée avec un chien qui mangeait tout et n'importe quoi au sol, et elle avait des problèmes gastriques. Donc, premièrement, je suis désolée que ce soit arrivé. Cependant, j'aurais tendance à dire qu'il s'agit un peu plus de l'exception plutôt que la règle, et je pense que d'avoir changé de stratégie de récompenser à la main était une bonne chose. Donc, de façon générale, les chiens vont chercher les récompenses au sol, ils vont être moins intéressés par les autres choses. C'est juste tout à fait normal. Ils vont pas manger n'importe quoi dans la majorité des cas. Et aussi, une chose que j'aimerais ajouter, c'est que parfois, ce type de comportement-là, de manger beaucoup de choses différentes au sol et qui ne sont pas nécessairement des aliments, peut être aussi créé par un problème de santé. Donc, justement, un problème gastrique qui fera en sorte que notre chien a envie de tout le temps être en train d'avaler des choses pour diminuer l'acidité. Euh, Donc, il y a Jacinthe qui demande, j'aimerais bien savoir comment mieux connaître la génétique des races de chiens. Ben, premièrement, c'est de regarder à quel groupe de races notre chien appartient. Donc, ça, premièrement, ça peut nous aider à mieux le comprendre. On peut par la suite regarder aussi, ben, selon la race, de façon typique, quels sont les comportements qui sont génétiques, qui peuvent venir en quelque sorte exacerber la réactivité. Donc, je pourrais penser par exemple au husky, chez qui ben, on va retrouver souvent un peu plus de prédation. Donc, il pourrait avoir tendance à peut-être tirer sur la laisse, avoir tendance à réagir de façon plus impulsive, justement à cause de la question de la prédation. Aussi, ben, si on repense aux huskies, ils ont tendance à avoir besoin beaucoup de bouger. Donc, à ce moment-là, ben, probablement que d'augmenter les promenades ou d'augmenter en quelque sorte la dépense énergétique peut aider. Et si on repense encore une fois aux huskies, là, je vais juste dire qu'est-ce qui me passe par la tête pour une race en particulier, mais ce sont souvent des chiens qui sont un peu moins gourmands. OK? Donc, à ce moment-là, ça veut peut-être dire qu'on va devoir adapter nos stratégies d'intervention ou adapter nos récompenses en fonction de notre chien. Mais au final, qu'est-ce qui compte réellement au-delà de l'espèce, du groupe, de la race, c'est vraiment l'individu et comment lui réagit par rapport à notre entraînement et par rapport à son environnement. Parce que autrement, mais ce n'est que généralisation. Et les généralisations peuvent être bonnes parce qu'elles nous permettent de mieux comprendre, de parfois être plus créatifs sur certaines stratégies. Mais qu'est-ce qui compte au final, c'est votre chien qui est un individu à part entière et qui mérite qu'on s'attarde à ses propres besoins. Parce que souvent, ben, même chez deux chiens d'une même race, la réactivité peut ne pas être causée par la même chose. Euh, donc, je suis en train de lire la question, désolée. C'est pour ça que j'ai l'air de ne plus bouger, d'être transformée en statue de sel. Euh, donc, il y a Ellie qui mentionne que son chien prédateur a tendance à fixer facilement et vraiment longtemps. Il peut même le faire dans un endroit qui est connu, comme par exemple dans son propre jardin ou sa propre cour, et il peut fixer pendant 20 minutes. Et oui, la preuve étant qu'elle l'a déjà chronométré. Donc, je pense pas que le fait de fixer en tant que tel soit problématique. Fixer est problématique si ça mène par la suite à à une suite de comportements qui est stressant pour le chien et aussi pour l'humain. Donc, juste le fait qu'un chien soit en train de beaucoup fixer l'environnement, par exemple, si on a un chien de chasse qui aime ça pointer et que c'est ça qu'il fait dans la cour, c'est pas vraiment la fin du monde, ni pour lui, ni pour vous. Par contre, ben, si c'est un chien qui a tendance à énormément fixer en tout temps et que ça mène à des comportements liés à la réactivité par la suite et que ça rend la vie difficile à tout le monde, c'est là où on va devoir agir. Et à ce moment-là, je conseillerais, après ma barre,
ben de peut-être aller dans des environnements qui sont peut-être un peu moins stimulants pour notre chien au départ pour pouvoir commencer l'entraînement. Encore une fois, ben, chaque cas va devoir être regardé individuellement. Ce qu'on essaie dans nos conférences, de donner des conseils qui, de façon statistique, aident le plus de gens. OK? Et c'est la même chose aussi dans les cours qu'on donne, qui sont pas des, par exemple, des consultations individuelles. C'est-à-dire que ce que tout intervenant essaie de faire, c'est donner les meilleurs conseils généraux possible pour que la situation puisse s'améliorer sans que nécessairement le conseil soit tout le temps bon. OK? Mais de façon générale, il peut être le bon. Euh, donc, il y a Elsa qui demande, et si le chien qui arrive de façon imprévue est en libre? Ben, à ce moment-là, ça va dépendre de plusieurs choses. Donc, comment notre chien, lui, réagit face à l'autre chien en libre et comment l'autre chien en libre réagit. Donc, ici, on peut avoir un panel de possibilités de réaction, autant de la part des chiens que de l'humain. Mais ce que je suggérais, c'est d'essayer de séparer les chiens le plus rapidement possible, à moins qu'on voit que les chiens sont relativement calmes, qu'ils se sentent quelques secondes et qu'ils passent à autre chose. Mais souvent, ça sera pas le cas. Donc, on va essayer de peine et de misère, comme on peut, de venir séparer les chiens. Donc, il y a souvent des gens qui vont dire, ah, voici la technique pour séparer les chiens. Je pense que ça peut être une bonne chose de lire ces techniques-là, mais souvent, dans le feu de l'action, on fait juste qu'est-ce qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a. Donc, il y a Maïté qui mentionne qu'elle a un jeune tervuren de 17 mois qui réagit par frustration envers ses congénères en laisse, mais par contre, qui, lorsqu'il est en liberté, c'est parfait. Donc, elle mentionne que malheureusement, ben, vu que son chien est adolescent, son rappel est plutôt moyen, donc elle le promène souvent en longe. Ben, à ce moment-là, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Ça serait probablement de faire des pratiques de réactivité durant la prochaine semaine, durant les 2 prochaines semaines, après les promenades, mais en mettant son chien en longe. Donc, le but, c'est de remettre un des éléments qui est en quelque sorte déclencheur de la réaction. Donc, ici, en l'occurrence, le fait d'être attaché, mais dans un contexte qui est plus facile pour son chien. OK? C'est-à-dire qu'il vient juste d'être en contact avec les autres chiens. Donc, à ce moment-là, souvent, c'est favorisant parce qu'on est venu baisser une des difficultés, c'est-à-dire que euh, l'envie d'interagir n'est plus à son maximum, étant donné qu'il a déjà eu ces contacts-là. Donc, autrement que ce petit truc-là, qui sort de qu'est-ce que j'avais mentionné aujourd'hui, ben, je conseillerais sinon d'utiliser la stratégie SOS. OK? Donc, c'est-à-dire de rappeler notre chien, changer de direction, lui donner des récompenses un petit peu plus loin. Donc, c'est qu'est-ce que je conseillerais pour le moment, mais bien entendu, il y a plein d'autres stratégies qu'on pourrait mettre en place pour améliorer la situation. Euh, Donc, il y a Audrey qui mentionne pourquoi privilégier les récompenses au sol plutôt que de donner directement ou de lancer la récompense pour qu'il l'attrape. Donc, elle mentionne, ben, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le chien mange par la suite tout ce qu'il trouve au sol ou qu'il passe son temps, la truffe au sol? C'est des bonnes questions. Donc, pour la première question, ben, c'est vraiment parce que ça a un effet qui est apaisant sur les chiens, surtout quand il y a plusieurs récompenses à chercher, une à la suite de l'autre. Donc, ça aide vraiment ce qu'on appelle l'état d'éveil à diminuer. Donc, l'état d'éveil, c'est à quel point euh, le, le chien est excité ou non, OK? En ne prenant pas en considération son émotion, mais juste le niveau d'excitation. Donc, ici, ben, qu'est-ce qu'on veut? C'est aider le chien à se recalmer et ça aide vraiment les chiens à être beaucoup plus calmes. Donc, c'est un petit détail technique, mais qui change énormément la réaction de nos chiens par la suite, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à être beaucoup plus calmes, à revenir au calme plus facilement au lieu de rester en réaction, de rester plus émotif. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le chien mange par la suite tout ce qu'il trouve au sol? Force est d'admettre que c'est une possibilité, mais je dirais que, via mon expérience, que c'est assez rare. Euh, et par la suite, ben, est-ce que notre chien va passer tout son temps la truffe au sol? La réponse est non. Est-ce que ça peut augmenter l'exploration, la truffe au sol dans l'environnement?
La réponse est oui. Mais passer tout son temps le nez au sol, non, ça va pas arriver. Et sincèrement, j'entraîne mes chiens pour de, de l'obéissance de type compétition. Et ben, la majorité du temps, je vais les récompenser au niveau du sol. OK? Entre autres, pour les faire sortir de position. C'est-à-dire que, ah, ben, si je demande un assis à mon chien, ben, je vais pouvoir lancer la récompense au sol. Il va pouvoir sortir de position pour recommencer autre chose. Mais mes chiens ne sont pas sans cesse en train de sentir le sol. OK? Ça ne produit pas directement cet effet-là par la suite. Euh, donc, il y a Arnaud qui pose une super bonne question. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand un chien ne veut pas de récompense une fois qu'il a vu un autre chien ou peu importe le déclencheur? La première chose que je ferais, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qu'on donne comme récompense à son chien. Et ici, je veux pas dire que Arnaud, que tu es un mauvais cuisinier, mais parfois, il y a des idées auxquelles on n'a pas pensé et c'est souvent les solutions la plus simples. Il y a plein d'autres stratégies d'entraînement qu'on peut mettre en place pour augmenter la motivation pour la nourriture, mais souvent de regarder pour, par exemple, utiliser peut-être des petits bouts de fromage, de saucisse, de pepperoni, de jambon, de la viande qu'on peut acheter en promotion ou en réduction au boucher ou en épicerie qu'on va faire cuire et sauter avec juste un peu de sel. Ça peut vraiment faire toute la différence côté appétence et venir changer la motivation de notre chien. Qu'est-ce que je conseille aussi souvent pour les chiens qui ne veulent tout simplement pas manger à l'extérieur de la maison? L'entraînement est peut-être plus complexe que qu'est-ce que je vais dire, mais qu'est-ce que je veux avec ces chiens-là, c'est vraiment faire en sorte qu'à l'extérieur, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils redécouvrent un intérêt pour avoir de la nourriture. Parce que la nourriture va nous servir de levier de motivation pour changer le comportement. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire avec eux? C'est que je vais faire des jeux de recherche au sol avec de la nourriture, à l'extérieur même de la question de s'il y a déclencheur ou pas, de s'il y a un chien ou pas, un vélo ou pas, ça, je m'en fous. Qu'est-ce que je veux? C'est juste que le chien découvre le plaisir de chercher la nourriture au sol, et par la suite, ben, une fois qu'on a pratiqué ça dans différents environnements, ben maintenant on peut venir repratiquer le chien face à des déclencheurs et ça fonctionne beaucoup mieux. Comme je disais plus tôt, le fait d'exposer aussi nos chiens à de la nouveauté peut énormément aider à banaliser tout ce qui est nouveau et ça comprend aussi le fait de voir un déclencheur. Euh, Donc, il y a Sophie qui demande visuellement qu'est-ce qu'on fait pour distinguer un chien qui est réactif par peur versus par frustration. Il peut avoir définitivement des signaux corporels qu'on va pouvoir remarquer, euh, surtout lorsque ça ne fait pas très longtemps qu'un chien réactif par frustration l'est. Donc souvent, on va voir que le corps du chien va être beaucoup plus, entre guillemets, mou. On va voir aussi que les aboiements vont être plus aigus et qu'ils peuvent même, par exemple, si c'est envers un chien ou un humain, qui vont être ponctués d'appels au jeu. OK? Surtout au départ, quand le chien est très jeune. Par contre, un chien qui est frustré depuis très longtemps, ben souvent, ça se transforme avec le temps soit en une espèce de colère qui est difficile à distinguer de la peur, ou bien avec le temps, ben le chien pourrait aussi être, oui, au départ réactif par frustration, ben à force d'avoir des mauvaises interactions, que ce soit avec les autres chiens ou les humains, ben à ce moment-là, que ça se transforme en quelque sorte en réactivité par peur. Mais c'est vraiment une bonne question. Souvent, comment on va pouvoir davantage venir l'évaluer, c'est par le comportement de l'individu à proximité de ce envers quoi il est réactif. Donc, par exemple, si notre chien est réactif envers les autres chiens, mais que lorsqu'il est en liberté, qu'il court avec les autres chiens, qu'il a des comportements de jeu et ludiques tout à fait normaux, qu'il aime l'approche des autres chiens, ben à ce moment-là, on va peut-être plus définir que c'était par frustration et on va pouvoir adapter un petit peu plus le plan en fonction de ça.
Mais si notre chien ne cherche qu'à s'en aller lorsque d'autres chiens qui viennent vers lui et qui est en liberté, qui veut juste les bouffer, ben on a peut-être un peu plus notre réponse dans le sens inverse. Euh, Ok, je vais répondre à une dernière question, qui est la question de Christelle, qui mentionne que son chiot est devenu réactif aux voitures à ses 8 mois après un arrêt de balade pendant 3 semaines suite à un souci de santé. Et elle mentionne que c'est très difficile à récupérer. Donc, à ce moment-là, ben, en effet, donc c'est sûr que si lors de la période de l'adolescence, ben, il y a une période où on arrête tout contact avec l'environnement, mais ça peut complexifier les choses. Mais par contre, peut-être que ça se serait développé quand même avec le temps. Okay? C'est-à-dire que bien souvent, c'est l'âge à laquelle, de toute façon, les chiens vont commencer à devenir réactifs. Donc, je me dirais, ben, aussi bien ne pas se concentrer sur pourquoi mon chien est devenu réactif, si c'est de toute façon quelque chose sur lequel on n'a plus on n'a plus d'impact là-dessus aujourd'hui, aussi bien se concentrer sur les solutions et sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Euh, donc, j'espère que vous avez aimé notre petite conférence de la journée qui portait sur la réactivité canine. Je vous invite à aller revoir par la suite. Je vais vous envoyer un petit courriel, mais aller revoir un peu la première stratégie à mettre en place qui va pouvoir vous aider. J'espère que ça vous a aussi aidé à mieux comprendre quels sont les facteurs qui peuvent pousser un chien à être réactif et que ce n'est pas un comportement qui sort de n'importe où. C'est pas parce que votre chien est méchant ou parce que vous êtes une mauvaise personne. Non. C'est juste un comportement qui est naturel, qui est un des plus fréquents. Et justement, ça tombe bien parce que souvent, les entraîneurs, ben, nous sommes habitués aussi à le traiter. Ok, vu que ce n'est pas rare et que vous n'êtes pas un grain de sable parmi rien d'autre. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous contacter par courriel ou répondre au courriel que je vais vous envoyer suite à la conférence. Et on se rejoint demain pour une autre conférence qui va être cette fois-ci plus axée pour les professionnels. Donc, si vous êtes professionnel dans un autre domaine qui a rapport au coaching, ça va peut-être vous intéresser, mais sinon, c'est vraiment pour les éducateurs canins, c'est-à-dire qu'on va parler de comment garder nos clients motivés pour les exercices et pour les recommandations qu'on leur donne. Donc, merci encore d'avoir été avec moi aujourd'hui et on se revoit demain si applicable. Donc, bonne journée ou bonne soirée.